Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 9 décembre. Bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Hebdo, une émission pour revenir sur l'actualité de la semaine. Voici les titres. Protéger les plus jeunes face aux éventuels dangers d'Internet via une meilleure connaissance des parents. Cette problématique était au cœur d'une conférence il y a quelques jours à Bois d'Arcy. Elle dure, la pollution de l'air à Paris, en banlieue parisienne, une pollution qui s'explique en partie par des conditions météo particulières. Nous en parlerons justement avec notre invité Christophe Vincent, le responsable du centre météorologique de Trappes. Et dans le reste de l'actualité, nous parlerons politique avec le secrétaire général du mouvement des jeunes socialistes des Yvelines ou encore de Noël et de ses préparatifs. Mais pour débuter donc cette émission, parlons du temps et des conditions météo en plein pic de pollution atmosphérique avec vous Christophe Vincent, bonsoir. Bonsoir. Alors je le disais, vous êtes le responsable du centre météorologique de Trappes. Expliquez-nous dans un premier temps quel est l'impact du temps actuellement sur ce pic de pollution. On sait que les particules fines dont on entend beaucoup parler, c'est à cause de l'activité humaine, mais il y a aussi des conditions météo un peu particulières en ce moment. Tout à fait. Je dirais l'accumulation de ces particules est due à des conditions anticycloniques qui perdurent depuis fin novembre jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire pas beaucoup de vent et surtout des inversions de température qui encore vendredi matin étaient de 9 degrés entre le pied de la tour Eiffel, je dirais, et le sommet de la tour Eiffel. C'est-à-dire qu'on a des températures élevées en altitude qui viennent bloquer les particules de pollution et faire une accumulation. Dans un schéma classique, c'est plutôt l'inverse, c'est ça qui se passe d'habitude? Ça existe, ces inversions, mais en général, elles se dissipent la journée et le vent vient brasser toute la pollution et toutes les particules, je dirais, dans l'atmosphère. Alors, ce week-end, il devrait y avoir quelques améliorations en termes de temps, mais le temps idéal pour que ce pic de pollution se termine enfin, c'est quoi? C'est de la pluie et du vent? Du mauvais temps. Un retour d'un système perturbé. Il fait trop beau. Des pluies qui vont venir plaquer les particules au sol et du vent qui vont venir brasser l'atmosphère. L'ensemble de ces phénomènes, c'est quelque chose d'exceptionnel ou alors ça arrive tout de même à cette période de l'année, au mois de décembre, l'inversion thermique de température dont vous parliez? Non, les inversions de température sont classiques. Le fait qu'elles perdurent en hiver avec des températures froides et une utilisation du chauffage plus importante fait qu'on va avoir plus d'accumulation de particules. Le temps dont vous parliez, le mauvais temps qu'il faut pour que tout ça parte enfin, est-ce que ça va arriver ce week-end et quel est le point de vue, qu'est-ce que vous voyez aussi pour la semaine prochaine? Alors pour ce week-end, effectivement, on a le début d'une arrivée d'une petite perturbation qui ne va pas être très active du fait du champ élevé de pression qui nous concerne, mais qui va commencer par quelques pluies à venir plaquer des particules et venir rendre la situation un peu plus saine. Toutefois, le rétablissement des conditions anticycloniques la semaine prochaine font que la situation va falloir continuer à la surveiller. D'accord, donc il faudra rester vigilant. Si elle perdurait, on pourrait de nouveau, si cette situation perdurait, avoir de nouveaux soucis de pollution. Les conditions météo qui sont en place maintenant depuis presque une semaine, est-ce qu'elles ont un lien aussi avec le réchauffement climatique? Est-ce que cette inversion thermique dont on parlait, c'est parce qu'il y a un réchauffement climatique? Non, à notre échelle, c'est des phénomènes qui sont relativement classiques en hiver, d'avoir des périodes anticycloniques froides, anticyclones d'hiver qui commencent à s'installer, et d'avoir comme ça un couvercle qui vient bloquer, je dirais, l'atmosphère en basse couche, telle qu'elle est sans la brasser. Vous qui avez un regard avec votre expérience, est-ce que c'est quand même un phénomène qui a tendance à se répéter avec le temps? Est-ce qu'il faut aussi s'y habituer ou alors c'est vraiment des choses finalement très classiques? Non, c'est très classique. C'est vraiment la pollution qui va venir, c'est les émetteurs, la pollution que l'on crée, qui vient créer le problème, je dirais. Sinon, ça pourrait être du beau temps. Et effectivement, actuellement, on a un temps bien ensoleillé. C'est vrai que les Yvelines ont été un petit peu épargnées par ce phénomène de pollution. J'allais vous poser la question, qu'en est-il sur les Yvelines? On a eu en fait un flux léger, même s'il n'y avait pas beaucoup de vent de sud-ouest, qui va venir pousser en fait la pollution plutôt vers le nord de l'Île-de-France. Donc on l'a compris, on résume, ce week-end, ça s'améliore. Mais attention la semaine prochaine, c'est ça en résumé. Tout à fait. Merci Christophe Vincent pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le responsable du centre météorologique de Trappes. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, cette semaine était organisée à Bois d'Arcy une conférence sur l'usage d'Internet. L'idée d'améliorer les connaissances des parents sur le sujet pour une meilleure utilisation ensuite de l'outil par les enfants. Un reportage de Nicolas Dandry et d'Osman Vanderdey. Le web est devenu ces dernières années le canal d'information le plus utilisé par les jeunes. Ils sont de plus en plus nombreux à posséder un smartphone, une tablette et accèdent à Internet, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. C'est pour cette raison qu'il est important de sensibiliser les parents au risque d'Internet.
Déjà, il faut protéger son image et puis surtout de la part des adultes, il faut aider les jeunes, les accompagner, les conseiller, leur rappeler des choses qui paraissent souvent logiques aux adultes mais qui ne le sont pas forcément pour les jeunes. Déjà, ils n'ont pas le droit d'avoir de compte Facebook normalement, c'est à partir de 13 ans. Et après, voilà, c'est tout le problème qu'on essaie aussi un peu d'exposer avec les parents, c'est l'équipement progressif, accompagné vis-à-vis des appareils, pour poser un cadre déjà de la part des parents sur les usages et éviter que les jeunes utilisent trop les outils et sans contrôle. Les enfants et adolescents sont sujets à un bombardement quotidien de contenu à ne pas mettre devant tous les yeux et toutes les oreilles, comme les sites pornographiques, le vol d'informations personnelles ou encore des arnaques diverses et variées. Karen Stork, une mère de famille de Bois d'Arcy, est consciente de ces risques. Il suffit de taper 2 mots sur les moteurs de recherche pour avoir des pages qui s'ouvrent avec des choses qui ne conviennent pas à leur âge. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de risques à aller sur Internet tout seul. Pour l'instant, on a beaucoup bridé l'ordinateur et on est avec eux quand ils vont sur Internet. Mais pas seulement. L'association e-Enfance préconise d'accompagner son enfant lorsqu'il utilise Internet et surtout d'avoir un contrôle parental discret mais efficace sur tous les objets connectés. Et l'actualité cette semaine a été une nouvelle fois marquée par la course à l'élection présidentielle. Pour en parler avec nous, cette fois-ci, Thibaut Echen, secrétaire général du mouvement des jeunes socialistes des Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Cette semaine, les choses ont encore beaucoup bougé en termes de politique et notamment dans votre camp. On débute avec Manuel Valls en début de semaine qui annonce officiellement qu'il est candidat. Pour l'heure, on a 4 candidats qui ont déposé l'ensemble de leur parrainage pour concourir à la primaire du mois de janvier. C'est le cas notamment du député yvelinois Benoît Hamon depuis ce vendredi. On sait pourtant qu'ils seront beaucoup plus nombreux. Quel regard vous portez, vous, en tant que jeune socialiste, sur la multiplication de ces candidatures pour la primaire? Est-ce que c'est bon pour le débat ou alors est-ce que ça vous désole un peu de voir autant d'égos dans la course à la primaire? Alors, égo, vous y allez peut-être un peu fort. Moi, je pense que cette primaire, elle était attendue depuis longtemps et en l'occurrence, c'est pas étonnant qu'il y ait autant de gens qui souhaitent y participer. Et c'est même peut-être une bonne chose. Pour vous dire, le Parti socialiste, il a été longtemps dans l'opposition, de 2002 à 2012. Et finalement, quand François Hollande est arrivé au pouvoir, on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de questions qu'on n'avait sûrement pas tranchées. Pourtant, il y avait déjà eu une primaire en 2011. Il y avait déjà eu une primaire, bien sûr, mais qui était malheureusement, on peut le dire maintenant avec du recul, avec la popularité de l'exécutif actuel, on voit que finalement on a une forme de recours un peu trop souvent à ce qu'on appelle la synthèse, une sorte de synthèse qui arrondit les angles mais qui ne tranche pas réellement les questions et qui a vocation à rassembler le plus largement possible. On voit ici qu'en 2017, une synthèse artificielle, elle ne va pas être possible et donc effectivement, moi, je veux dire, je suis assez soulagé que François Hollande ait pris une décision qui l'honore, mais de ne pas décider d'aller à la primaire. Parce que ça veut dire que cette primaire, elle ne va pas être orientée sur un pour ou contre le président, mais elle va justement pouvoir permettre de trancher un certain nombre de questions de fond. Et de clarifier finalement la position de chaque candidat. Exactement, c'est de répondre au fait qu'est-ce qu'une politique économique de gauche. On a quand même vu un certain décalage entre ce qui avait été, entre guillemets, promis en 2012, qui avait été justement l'issue de cette synthèse, le programme de 2012, le changement c'est maintenant, on s'en rappelle encore. On a vu un décalage avec son application, avec la base socialiste et avec l'électorat socialiste. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se repose ces questions du projet de société vers lequel on veut tendre, la politique économique qu'on veut, les institutions qu'on veut, la place de l'écologie, etc. C'est très important. Et donc le fait d'avoir, je réponds du coup à la question, mais d'avoir un certain nombre de candidatures, c'est pas plus mal d'opposer différents projets de société comme ça. Est-ce que pour autant vous pensez qu'un Manuel Valls, qui n'a pas grand-chose à voir idéologiquement forcément sur tous les points avec un Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, saura se ranger éventuellement si l'un des deux gagne ou inversement? Puisque vous le disiez, ça va pouvoir mettre les choses au clair, mais à contrario, ça restera des points de vue très différents. Alors, moi, je ne suis pas partisan d'un discours qui est tenu autant par Manuel Valls, autant que par Jean-Luc Mélenchon.
c'est intéressant de voir qu'ils se rejoignent sur certains points, notamment sur la théorie des deux gauches irréconciliables, qu'il aurait finalement une gauche pragmatique, proche de la réalité, une gauche utopiste, ou alors à l'inverse, une gauche vendue au libéralisme et une gauche radicale. Je pense qu'au contraire, la gauche est une grande famille, et on le voit à travers l'histoire. Cette gauche, elle n'accède au pouvoir, elle ne change la vie des gens que quand elle est unie. Il faut que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, par exemple, participent à cette primaire. C'est le souhait exprimé par le premier secrétaire. Vous en pensez quoi, vous? Alors, Emmanuel Macron, c'est assez différent. Il ne se définit pas réellement comme de gauche. Ouais, il était dans un gouvernement de gauche, tout de même. Il a été dans un gouvernement de gauche, effectivement. Après, bon, Jean-Luc Mélenchon, moi, je ne me fais pas d'espoir sur le fait qu'il rejoindra la primaire. Je pense que ça aurait été une bonne chose. En plus, je pense qu'il aurait toutes ses chances, mais ça aurait été une bonne chose. Bon, ça ne se fera pas. Mais toujours est-il que je ne pense pas que cette théorie des gauches irréconciliables doit avoir lieu. Donc oui, si l'un ou l'autre gagne, moi je demande pas, on ne demande pas à un candidat ou à l'autre d'aller effectivement brandir des tracts de celui qui l'aura vaincu en courant de tous les côtés, etc. On sait très bien qu'il n'y aura pas un engouement énorme, mais en fait tout ce qu'on veut, c'est une réunion autour d'un candidat. Donc oui, si Manuel Valls perd la primaire, je ne m'attends pas à ce qu'il soit à fond derrière Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, mais je m'attends en revanche à ce qu'il ne se présente pas derrière. C'est ça aussi surtout. Vous, en tant que secrétaire général du mouvement des jeunes socialistes des Yvelines, vous êtes optimiste sur les chances du PS d'accéder au pouvoir une nouvelle fois en 2017? Ou alors finalement vous êtes assez réaliste et vous êtes un peu comme, on va dire, comment dire, les éclaireurs de la vie politique, les commentateurs un peu pessimistes sur les chances du PS? Alors, l'optimisme, il y en a bien sûr, mais après il faut quand même rester lucide. La fenêtre de tir, en l'occurrence, elle est mince. Elle n'est pas inatteignable, mais elle est mince. Moi, je ne suis pas non plus de ceux qui renoncent et qui se disent que finalement cette élection elle est perdue, qu'il va falloir se faire l'idée qu'il faudra mettre un bulletin Fillon dans l'urne pour contrer Marine Le Pen. Non, moi je pense qu'il y a encore une chance de réussir. La gauche aujourd'hui. Bon, les sondages sont ce qu'ils sont, c'est volatile, etc. Mais toujours est-il que les sondages, ils annoncent une gauche à 36% au premier tour, si on additionne tous les candidats. Donc, mathématiquement, il n'y a pas de raison de perdre. En l'occurrence, la seule voie de sortie de ça, c'est l'unité. Et l'unité, justement, elle rebondit un peu avec ce que je vous ai expliqué des gauches irréconciliables. Il va falloir concilier la gauche d'un point à un autre. Le moral des troupes est bon dans les Yvelines, par exemple, les jeunes socialistes yvelinois. Est-ce qu'on lit beaucoup dans la presse que la victoire de François Fillon a un peu remobilisé les troupes? C'est le cas, par exemple, dans les Yvelines? Alors, la victoire de François Fillon, effectivement, parce qu'elle affiche un projet de droite très assumé, suppression de 500 000 fonctionnaires, les attaques à la pelleteuse contre la sécurité sociale, effectivement, c'est quelque chose qui est de nature à remobiliser. Mais il y a aussi simplement la primaire et le fait de pouvoir enfin débattre. Il y a eu un certain nombre de non-dits pendant ce quinquennat. On sait très bien que c'était difficile de s'exprimer en tant que jeune socialiste. On a eu beaucoup de désaccords avec la politique gouvernementale. Là, c'est l'occasion justement de se poser ces questions-là. Et du coup, de fait, on est assez heureux de pouvoir militer, chacun choisir notre candidat et militer pour nos idées directement. Vous avez un favori, les jeunes socialistes des Yvelines, dans cette campagne des primaires? On sait qu'il y a Benoît Hamon, député socialiste, qui a déposé ses parrainages ce vendredi officiellement. C'est votre favori à vous ou alors vous êtes complètement neutre? Moi, je ne me cache pas, à titre personnel, de soutenir Benoît Hamon, ce qui est le cas en général d'une bonne majorité des jeunes de gauche, pour la simple et bonne raison que c'est assez cohérent avec les idées qu'il défend et le fait qu'il projette la gauche beaucoup vers l'avenir, avec cette idée d'anticipation de la révolution numérique et industrielle, disparition des emplois, l'idée de dire qu'on ne peut pas toujours courir derrière la croissance, après quelques déciles de croissance, comme il dit. Mais effectivement, il y a cette idée on redonne à la gauche un projet de société, peut-être ce qu'elle a manqué pendant des années, et on crée une sorte de nouvel espoir. Voilà, c'est une alternative à la gauche libérale qui a été mise en place, enfin, dont la politique est issue pendant ce quinquennat et qui est celle qui est représentée par Manuel Valls. On parlait tout à l'heure du nombre de candidats. Quelle est la différence d'un point de vue idéologique entre, par exemple, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon? On se demande pourquoi tous les deux partent-ils sur la ligne de départ différemment, puisqu'ils ont des points de vue très proches. Alors, effectivement, de l'extérieur, ça peut être l'idée qu'on se fait de ça. Après, il faut déjà connaître un petit peu l'histoire qui est liée au sein des deux. Il s'agit pas, justement, j'entends souvent parler d'ego, mais il faut savoir qu'au Parti socialiste, on a une très forte
forte tradition des courants et d'une organisation collective. Et en l'occurrence, les candidats sont plus issus de ces organisations. Il y a beaucoup de gens derrière, beaucoup de militants qui choisissent leurs favoris. Maintenant, il y a des différences de fond, évidemment. Ce dont je vous ai parlé un petit peu, le fait de se projeter dans l'avenir en disant il faut anticiper le fait qu'on aura moins en moins de croissance, que l'emploi va se raréfier, qu'il faut réduire le temps de travail, qu'il faut, par exemple, le revenu universel. Bon, sur l'économie, c'est quand même deux visions différentes. Montebourg est un peu plus dans une optique productiviste, un peu plus de la gauche classique, de la relance keynésienne, etc. Bon, ce qui est partagé. Enfin, évidemment que les différences avec Hamon ne sont pas fondamentales, et je pense qu'un ralliement de l'un vers l'autre au deuxième tour est quelque chose qu'on appelle tous de nos voeux. Mais il y a quand même quelques différences, et moi je le dis, profitant de cette primaire pour en débattre, pour opposer des projets de société. Et voilà. Merci Thibaut Echen pour votre venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du mouvement des jeunes socialistes dans les Yvelines. Merci beaucoup d'être venu. On continue ce 7-8 hebdo avec de l'économie. Jeudi 8 décembre avait lieu le lancement de l'incubateur SkiCube à Guyancourt. Ce nouvel outil doit faciliter le développement de l'entrepreneuriat et des startups sur le bassin de Saint-Quentin. Écoutez à ce propos Jean-Michel Fourgous, vice-président de l'agglomération chargé du développement économique, au micro d'Osman Vanderde. Alors, ce SkiCube, c'est un petit peu votre bébé? Mais écoutez, la création d'entreprise, ça doit être le bébé de la France ou d'entière. Hein. Bien sûr, à Saint-Quentin, oui, de deuxième PIB par habitant en France après Paris, on se doit bien entendu d'accélérer aussi, de profiter de cette qualité de réseau d'entreprise et de l'offrir, bien sûr, aux jeunes créateurs d'entreprises de Saint-Quentin. Donc voilà, le SkiCube, c'est avant tout un accélérateur de croissance, un accélérateur de contacts, d'échanges. En même temps, très rapidement, une espèce de concentration, de savoir-faire qu'on leur donne dans les 6 mois. C'est quasiment l'équivalent d'une grande école de commerce. Donc c'est un réseau, c'est des contacts, ils ont un animateur, ils ont Incube Alliance qui est quand même le numéro 1 de l'animation des incubateurs. Depuis ce mardi, le SAE-IV est officiellement lancé sur le réseau Skibus. SAE-IV pour système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs. Tous les bus du réseau sont dorénavant géolocalisables en temps réel par le service de régulation, un moyen de mieux informer les usagers et de mieux gérer aussi les 200 bus qui circulent dans l'agglomération. Reportage de Mélanie Poquet. Seulement 10 mètres, c'est la marge d'erreur de localisation des bus. Skibus a aujourd'hui son nouveau système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs, le SAE-IV. Il était temps, mais ça s'inscrit aussi dans la durée normale d'un tel projet. Je crois qu'aujourd'hui on peut être fier de ce dispositif, restera plus prochainement à le connecter au smartphone par exemple. Ce système permet d'envoyer une information au client en temps réel, au niveau de bornes qui sont implantées soit sous les abris, soit hors des abris sur des poteaux. Et il y a 154 bornes qui sont disséminées sur le territoire de Saint-Quentin. Les bornes annoncent l'heure du prochain passage ou un retard en cas de perturbation. Ce nouveau système a nécessité plus de 3 millions d'euros, entièrement financés par le STIF. Les transports sont un enjeu majeur pour la région puisque la région a considérablement augmenté de 6%, donc le budget dévoué au transport, dédicacé au transport. Que les transports en commun sont aussi parmi les priorités puisqu'ils contribuent à la réduction de la pollution et à la préservation de la qualité de l'air. Je pense que c'est aussi important de le rappeler. On a aujourd'hui 7 gares sur le territoire. Il faut en profiter, c'est un atout. On a effectivement beaucoup d'entreprises, je vous rappelle 235 000 habitants, 145 000 emplois. Eh bien, il faut aussi qu'on soit plus pertinent dans l'approche et pour que les personnes qui viennent travailler chez nous aussi puissent avoir les meilleures conditions. Skibus a aujourd'hui 171 véhicules équipés. Chaque année, plus de 8 millions d'usagers empruntent le réseau saint-quentinois. Un anniversaire aussi dans l'actualité cette semaine. L'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, célèbre cette année ses 70 ans. À cette occasion, le centre de recherche de Versailles-Grignon a ouvert ses portes au public. Nous étions de la visite. Plus de 1300 agents travaillent ici sur la recherche agronomique. 70 ans que l'INRA étudie agriculture, alimentation et environnement. Pour cet anniversaire, le centre de Versailles-Grignon a ouvert ses portes au public, une après-midi de visite consacrée à l'intensification de la production agricole.
L'agriculture, c'est la source de pas mal de pollution, en particulier pour tout ce que c'est pollution pesticides. Donc l'origine, c'est vraiment agricole, donc il faut réagir. Et on réagit à différents niveaux. Nous, à notre niveau, c'est plutôt on réagit du point de vue recherche pour voir quelle méthode on peut élaborer, quel système de culture, des systèmes de production, diminuant notre dépendance à l'utilisation des pesticides. Donc on essaie de diminuer les doses. Fondée en 1946, l'INRA avait pour mission de trouver comment nourrir la France après la guerre, un objectif atteint dans les années 70. Depuis, la recherche a évolué vers une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. Les appareils qui sont ici mesurent les concentrations en gaz à effet de serre, en polluants atmosphériques, mais pas seulement les concentrations. Ce qu'on mesure surtout, ce qui est surtout spécifique ici, c'est qu'on mesure les émissions et les dépôts de ces composés. On sait que si on stocke plus de carbone, on va augmenter les émissions de protoxyde d'azote, qui est aussi un gaz à effet de serre. Donc il faut trouver la bonne combinaison de pratiques et imaginer les systèmes de culture qui permettent de vraiment trouver le meilleur compromis pour résoudre pas seulement un problème, mais un panel de problèmes. L'an dernier, l'INRA a déposé une trentaine de brevets afin de protéger ses recherches. Le centre de Versailles-Grignon organise toute l'année des conférences pour présenter son travail. En mai, il accueillera des lycéens pour la journée internationale de célébration des plantes. Noël approche à grands pas, vous avez peut-être déjà commencé à faire vos cadeaux ou vous pensez peut-être au repas du réveillon. Cette année, pourquoi pas tenter d'ailleurs la viande maturée, laisser vieillir le bon vin ou le fromage. C'est un processus habituel mais qui peut également s'appliquer à la viande de bœuf. C'est étonnant mais excellent. Découverte avec ce reportage de Camille Lambert. C'est une science, presque un art. Ces morceaux de bœuf ont passé plus d'1 mois dans une cave réfrigérée. Comme le fromage ou le bon vin, faire vieillir la viande demande rigueur et précision. Ce processus d'affinage va permettre en fait de sublimer certaines caractéristiques qu'on appelle organoleptiques. Alors l'organolepsie, c'est la saveur, c'est la texture, c'est le goût, c'est l'odeur. Et donc ça va surtout sublimer la tendreté de la viande ainsi que le goût. Cette maturation, elle commence à peu près à partir de 10 jours et elle peut aller jusqu'à 30, 40, 50, voire pour certains cas bien particuliers, 120 jours. Certains bouchers poussent même la maturation jusqu'à 1 an. L'hygiène est soigneusement contrôlée. Les spécialistes jonglent entre les différents paramètres dans les caves de maturation, la température, l'hygrométrie et le temps. Il faut la conserver vraiment dans ces caves-là, puisque ces caves-là vont permettre une meilleure ventilation, une meilleure aération et puis une homogénéité de température et d'hygrométrie qui est vraiment très importante pour réaliser ce process de maturation. Toute viande ne se prête pas à la maturation. Déjà, ce sont les morceaux les plus nobles. Vous allez avoir la côte de bœuf, l'entrecôte principalement, et des morceaux qui contiennent un minimum de graisse intramusculaire, ce qu'on appelle le persillage. Le persillage est important car la viande perd de son eau. Le gras se répartit dans les fibres du muscle et donne ce goût si particulier. Pour 1 kg de semet d'exception, comptez entre 35 à 75 € selon les boucheries. Les produits les plus nobles peuvent grimper à plus de 1 000 €. Noël, c'est aussi un moment solidaire. La délégation départementale de l'UNICEF était présente au marché de Noël de Montigny-le-Bretonneux il y a quelques jours. Objectif de cette présence, financer certaines de ces actions en vendant des produits. Les précisions de la présidente du comité des Yvelines, Michèle Ménella, au micro de Nicolas Dandry. Le message de l'UNICEF, c'est le message de la solidarité, et solidarité avec le monde de l'enfance. Ces enfants qui sont d'abord ceux qui sont autour de nous, bien sûr, et puis tous ceux qui, dans le monde, n'ont peut-être pas la chance des enfants qui sont ici. Chaque comité national a comme rôle de signaler et d'appuyer auprès des gouvernements, auprès des pouvoirs publics, tout ce qui ne va pas, et d'essayer donc de proposer des remèdes. On termine cette émission culture. Qui a dit que le mensonge était mauvais? Le baron de Munchausen en avait fait un art et il contait des aventures toutes plus rocambolesques les unes que les autres. Le théâtre suisse Amstragram a choisi de le mettre en scène. Un peu plus d'1h30 de folie à découvrir au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines jusqu'au 10 décembre. Un reportage de Mélanie Poquet. Le rocher de Gibraltar regardait se séparer une fille et un garçon. Munchausen était un baron, un officier au service de la Russie, un homme célèbre pour ses affabulations. Pour la pièce, l'auteur Luc Rémois, un fils qui vit des aventures auxquelles il ne croyait pas.
Toute l'idée de ce spectacle, c'est de faire valoir, de donner sa valeur à l'imaginaire, de dire que bien sûr, on est dans un monde très cartésien, 2 et 2 font toujours 4, alors chez Munchausen, ça ne fait jamais 4. Et donc toute l'idée est là, c'est de faire en sorte de donner à entendre et à rendre compte d'espaces mentaux qui ne sont pas seulement notre monde quotidien. La pièce de Fabrice Melchior mêle mapping et composition d'acteurs et plonge le spectateur dans un imaginaire, un moment de folie. Ils sont un peu cinglés, mais en même temps, ils sont cinglés comme tout un chacun l'est, ou devrait se permettre de l'être en tout cas. Alors évidemment, on peut parler beaucoup de l'enfance, on peut dire que les enfants ont cette capacité de s'ennuyer, puis de l'instant d'après se retrouver au milieu d'un champ de bataille, et puis mimer, faire les bruits, et c'est vraiment génial. Mais je pense qu'en tant qu'adulte, quand on se donne la possibilité soit de rejouer avec des enfants, soit d'être tout seul dans une pièce et de faire pareil, on est assez content et ça nous fait beaucoup de bien. Avec en toile de fond une relation père-fils, Munchausen fourmille d'aventures, à voir en famille de 7 à 77 ans. Il va se faire trouver la culotte et finir dans les chouettes culottes. C'est la fin de ce 7-8 hebdo. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur tvfil78.com. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.